Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le parcours parfois un peu mystérieux qui transforme une simple idée en une véritable connaissance scientifique publiée et reconnue. C'est tout un voyage. Vous savez, tout commence souvent par une petite question, une interrogation. Mais alors, comment est-ce qu'on passe de ça à une vérité scientifique, quelque chose de solide? Eh bien, c'est tout un processus, avec des étapes bien précises, et c'est ce qu'on va explorer ensemble. Alors, voilà notre feuille de route. On va commencer par la naissance de l'idée, puis on verra le protocole, qui est un peu le plan de bataille, ensuite la rédaction pour tout mettre sur papier, la publication pour que ce soit validé, et enfin la lecture critique, le test final. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Première grande étape, l'idée de recherche. Comment une simple curiosité, une étincelle, se transforme et s'affine pour devenir un vrai sujet d'étude. Pour passer d'une idée un peu floue à une question de recherche bien précise, il y a une méthode super efficace, le fameux QQQOCP. En se posant ces questions qui, quoi, quand, où, comment et surtout pourquoi, on s'assure de n'oublier aucun aspect. C'est la fondation sur laquelle toute l'étude va reposer. Bon, une fois la question définie, il faut voir ce qui a déjà été fait sur le sujet. Et pour ça, il faut parler le langage des bases de données scientifiques. Elles utilisent une sorte de dictionnaire spécial, un thésaurus. L'idée, c'est qu'un seul mot-clé officiel, qu'on appelle un descripteur, regroupe plein de synonymes. Par exemple, si on cherche néoplasms, le système trouvera aussi les articles qui parlent de cancer ou de tumeur. C'est vraiment la clé pour ne rien rater. Et pour affiner encore plus cette recherche, on a des outils logiques, les opérateurs booléens. C'est simple, l'opérateur « et », c'est comme un entonnoir, il va chercher uniquement les articles qui contiennent tous les mots-clés. À l'inverse, l'opérateur « ou », c'est plutôt un mégaphone, il élargit la recherche pour inclure les articles qui contiennent au moins l'un des termes. C'est essentiel pour éviter d'être noyé sous des résultats inutiles ou, pire, de passer à côté d'articles importants. Il faut aussi savoir à quel type de source on a affaire. Les sources primaires, c'est la donnée brute, l'étude originale. Les sources secondaires, elles, analysent et résument ces données originales. Et enfin, les sources tertiaires, ce sont les outils qui nous aident à trouver les deux premières, comme les bases de données. Chaque type a son rôle, c'est important de les distinguer. Allez, passons à la suite. Une fois que l'idée est claire et la recherche de documentation faite, on entre dans la deuxième phase, le protocole. Pensez-y comme au plan d'un architecte. On dessine toute l'étude avant même de poser la première brique. Ce protocole, c'est vraiment le document clé qui va garantir la rigueur de l'étude. Tout y est détaillé. Le pourquoi du comment, l'hypothèse qu'on veut tester, la méthode exacte qu'on va suivre, et même le calendrier et le budget. Absolument rien n'est laissé au hasard. C'est ce qui assure que les résultats qu'on obtiendra seront fiables. L'étude est terminée, les données sont collectées, maintenant il faut partager les découvertes. C'est la troisième étape, la rédaction. Et attention, on ne rédige pas n'importe comment. Il y a un standard, une structure reconnue par toute la communauté scientifique mondiale. Et cette structure universelle, elle a un nom, IMRAD. C'est un acronyme. I pour introduction, où l'on explique le pourquoi. M pour matériel et méthode, le comment, qui doit être super détaillé pour que n'importe qui puisse refaire l'étude. R pour résultat, le quoi, présenté de façon brute, sans interprétation. Et enfin, D pour discussion, où l'on explique ce que tout ça signifie. C'est une garantie de clarté et de transparence. Et tout en haut de l'article, il y a le résumé, qu'on appelle l'abstract. C'est une sorte de bande-annonce de l'étude, de l'objectif à la conclusion, le tout en 250 mots. C'est souvent la première chose qu'on lit, donc ça doit être ultra efficace et donner une image parfaite de l'étude. Avoir un article bien écrit, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Maintenant, il doit passer l'épreuve du feu. C'est la quatrième étape, celle de la publication. Et ça passe par un examen très critique par d'autres scientifiques. Le processus est super rigoureux. L'article est envoyé à une revue scientifique, et là, un comité de lecture, composé d'experts du même domaine, va l'éplucher dans les moindres détails. Il vérifie la méthode, la rigueur, l'originalité. C'est ce qu'on appelle l'évaluation par les pairs. C'est un vrai contrôle qualité. Si l'étude passe ce test, alors elle peut être publiée. C'est aussi à ce moment-là que la citation correcte des sources est absolument cruciale pour l'éthique. On arrive à la dernière étape, et c'est peut-être la plus importante, car elle nous concerne tous. La cinquième phase, la lecture critique. Ici, il ne s'agit plus juste de lire, mais bien d'évaluer, de juger par soi-même. Et ça, c'est un point absolument fondamental. Ce n'est pas parce que c'est publié que c'est parole d'évangile. Comme le dit très bien cette citation, la lecture critique, ça nous permet de ne pas tout accepter passivement. Que l'on soit un professionnel ou un étudiant, on a un rôle actif à jouer pour juger de la qualité et de la pertinence d'une étude. Et pour nous guider dans cette évaluation, il y a un petit outil mnémotechnique bien pratique, les critères VIP. V pour validité, est-ce que l'étude est solide, fiable?
I pour impact, est-ce que les résultats sont vraiment importants? Et P pour praticabilité, concrètement, est-ce qu'on peut les utiliser dans la vraie vie? Pour la validité, il y a deux aspects à regarder. D'abord, la validité interne. Est-ce que l'étude a été bien menée sans biais? Ensuite, la validité externe. Est-ce qu'on peut généraliser les résultats à d'autres personnes, d'autres contextes? Les deux sont super importants. On voit souvent ce fameux P inférieur à 0,05. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le seuil de signification statistique. En gros, ça signifie qu'il y a moins de 5% de chances que les résultats observés soient juste le fruit du hasard. C'est une façon de mesurer l'impact, la force du résultat. Et enfin, la praticabilité. C'est le retour au concret. Une étude peut être parfaitement valide, avec des résultats super significatifs, mais la question ultime, c'est est-ce que c'est utile et applicable dans une situation réelle, pour une personne spécifique? La science, au final, doit servir sur le terrain. Alors, concrètement, comment on fait? Voilà une petite démarche en 4 temps. D'abord, on vérifie la réputation de la revue. Ensuite, on décortique le titre. Après, on lit le résumé pour avoir une vue d'ensemble. Et l'étape cruciale, on plonge dans la section méthodologie pour traquer les failles, les fameux biais. En fait, ce besoin de clarté, il est au cœur de toute la démarche scientifique, de l'écriture jusqu'à la présentation orale. Une règle comme celle des 666, par exemple, le montre bien. Ça nous rappelle que ce soit dans un article ou sur une diapo, l'objectif reste le même, communiquer des idées complexes de la manière la plus simple et rigoureuse possible. Le maître mot, c'est vraiment la clarté. Voilà, le parcours d'une recherche, c'est donc tout un processus très codifié, pensé pour garantir la rigueur et la fiabilité. Maintenant que les règles de ce voyage sont un peu plus claires, la question finale se pose. Quelle sera la prochaine information qui sera passée au crible de cet esprit critique ?